Bonjour à tous, merci d'assister à ce websem qui a pour thème la qualité des bases de données clients et fournisseurs, surtout dans le cadre de la réglementation 2024. On verra pourquoi. J'ai la chance d'avoir avec moi ce matin Vincent. Bonjour à tous. Bonjour Vincent Barbet. Moi, je suis directeur associé du cabinet Ausentis et on est également très présent au sein du FNFE puisque j'ai la chance d'être vice-président du FNFE pour le MEDEF. Et donc, on travaille effectivement activement sur ce sujet de la réforme 2024 en ce moment. Et Lorraine Garnichat, je pilote la BU facture électronique chez Tessi, donc la vente de la solution Digital Invoice, qui est notre solution de traitement des flux entrants et sortants de facture électronique. Et bien, on va démarrer. Alors, pas d'aspect commercial. Bon, j'avais mis une slide. Bon, à retenir, 10 secondes. Tessi, on fait l'entrant, le sortant, on a une solution. Futur PDP. Voilà, j'ai dit les 3 mots-clés. Entrant, sortant, PDP. C'est tout ce que je dirais sur Tessi. Et on va parler vraiment du sujet aujourd'hui, référentiel client et fournisseur qui nous intéresse. En plus, on a la chance d'avoir Vincent avec nous. Vincent, est-ce qu'avant de démarrer, tu veux dire toi aussi quelques mots sur ton cabinet? Par fair play, je vais juste dire quelques mots. Voilà. Bon, vous avez le nom et le site web où tout est marqué. Je dirais juste qu'on travaille assez activement sur ce qu'on appelle la digitalisation légale, c'est-à-dire tout ce qui est processus de digitalisation et de productivité de bout en bout, avec souvent des textes législatifs, juridiques qui sont derrière, comme la signature électronique, la dématérage et bien sûr la facture électronique. Sur lequel on parle de processus, c'est-à-dire que le but, c'est pas simplement l'émission de la facture, mais c'est tous les processus qu'il y a, soit en entrant, soit en sortant, qui sont liés avec cette facture. La facture n'est que le début d'une grappe de différents documents ou objets, en fait, commandes, livraison, opportunités commerciales, etc. Et effectivement, la réforme va permettre normalement de gagner beaucoup de productivité sur tous ces éléments aussi. Donc Vincent nous accompagne aujourd'hui accompagne Tessi et l'équipe Invoice sur l'aspect cadrage conseil en amont des projets, notamment sur le référentiel fournisseur. Donc, ce sujet, on ne va pas parler aujourd'hui réforme, ni schéma Y, ni reporting, ni invoicing. On fait vraiment un focus sur les référentiels clients et fournisseurs. L'idée là, c'est que dans les prochains mois et sur les prochains websem, on aille vraiment dans le concret et dans les sujets opérationnels. Donc, on va démarrer sur l'aspect référentiel clients et fournisseurs, mais dans les voies à venir, on va parler cycle de vie. On va parler reporting, invoicing, mais vraiment sur des aspects très, très techniques et très opérationnels. Donc, on démarre aujourd'hui cette série avec les aspects référentiels clients et fournisseurs, donc qui sont intimement liés à cet annuaire centralisé qui va être établi demain dans le cadre de la réforme 2024. Que ce soit pour les référentiels clients et fournisseurs, il y a un impact autour de cet annuaire centralisé, puisque demain, pour adresser vos factures à vos clients, vous aurez besoin d'un référentiel client, comme aujourd'hui, mais qui devra être traité sur l'aspect sirène, sirette, et on peut descendre un peu plus finement dans les mailles d'adressage. Ce qui veut dire qu'en termes de référentiel client, vous devrez avoir dans vos bases clients des sirènes, sirettes à jour. Sinon, vos factures n'arriveront pas. Idem pour le fournisseur. Et pourquoi dans le cadre du fournisseur, il faut aussi avoir une maille sirène sirette complètement à jour, puisque quand vous allez recevoir vos factures de vos fournisseurs, elles seront identifiées sirène sirette et le rapprochement avec vos référentiels se fera sur cette maille. Donc, autant client que fournisseur, il y a un impact à traiter ces données clients et fournisseurs. Et un premier retour d'expérience, c'est la réforme est gigantesque et colossale, des impacts énormes. Les clients avec lesquels on travaille ont choisi d'attaquer ces référentiels, la mise à jour de ces référentiels dès maintenant, puisque c'est un chantier qui peut être initié dès maintenant, sans avoir à attendre d'être en janvier ou juillet 2024, bien évidemment. Et au contraire, il faut anticiper cet aspect. Vincent, tu veux rajouter quelque chose sur la partie référentielle? Non, pour l'instant, on va avoir de nombreux débats, mais l'introduction est pour moi très précise, comme je l'ai fait. Et donc, il ne faut pas non plus se borner à dire, bon, j'ai eu le cas il y a 6-9 mois, quand on a démarré ces sujets-là de mise à jour massive, mettez-moi à jour mon sirène sirette. Et puis, j'avais une base de données, puis ça s'arrêtait là. Il y a des enjeux beaucoup plus importants et beaucoup plus globaux à intégrer dans les référentiels. Et c'est tout l'objet
Ce WebSEM, c'est de se dire comment, sur ces aspects référentiels, j'arrive à traiter le sujet en l'ayant intégralement traité et pas uniquement sur un aspect qui finalement n'est que le dernier bout de la chaîne qui sera la mise à jour du Siret. Et quand on aura fait tout l'amont, c'est surtout l'amont. Donc là, c'est vraiment de vous ouvrir sur une démarche globale de comment mettre à jour mes référentiels clients et fournisseurs. Donc, je vais laisser Vincent présenter les 3 premières parties et je prendrai la suite sur la 4 et 5. Et puis, on va étayer aussi au fur et à mesure de notre présentation avec des cas, des retours d'expérience qui vont permettre d'enrichir le contenu. Ouais. Alors, oui, pourquoi cartographier? On peut dire, mais enfin, c'est facile, mon référentiel client, il est dans mon système de facturation et c'est tout. Alors, c'est une première idée parfois fausse. Et pour revenir sur ce que disait Lorraine, effectivement, la réforme, elle est colossale. Et en même temps, elle est très restreinte dans les demandes. Elle n'invente pas la facture électronique. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah bah finalement, la facture électronique, c'est 2024, etc. Non, depuis fort longtemps, et en particulier depuis la transposition de la directive 2010-45/UE, la facture électronique, elle existe avec ses sous-jacents fiscaux, avec ses pratiques à respecter, etc. Et la réforme 2024 fait principalement 2 choses. Elle contraint un certain nombre de données complémentaires et elle les structure, et elle contraint les flux puisque vous n'envoyez plus directement au client. Alors, quand on a dit ça, c'est pas du tout pour minimiser, mais en fait, ça cristallise énormément de pratiques ou de maîtrise de votre système d'information qui sont plus ou moins efficients dans votre entreprise. Effectivement, si on revient sur les référentiels clients, par exemple, on l'a bien vu, pour faire un routage extrêmement précis, il faut avoir une description du client extrêmement précise en termes de sirène, de sirette, et d'être capable, quand le client l'a choisi, en mettant quelques codes service. Alors on y reviendra, hein, le but, c'est pas d'exposer son organisation et son organigramme dans l'annuaire central, mais on peut avoir des fois 2, 3 BU très différenciantes où on choisit des PDP différents. Dans ce cas-là, même si on a le même sirette, il faudra avoir 2 entrées dans l'annuaire. Donc, pour avoir des clients extrêmement précis, c'est toutes les applications qui traitent du client qui sont en jeu. Et c'est pour ça qu'on parle de référentiel, parce que si on a une approche extrêmement distribuée, ça va être dur à tenir. Un exemple, un client qui a un CRM extrêmement pointu. Dès qu'il a un prospect qui rentre dans son CRM, un CRM très connu pour ne pas le citer, il y a des appels de KYC pour bien référencer. Il y a toute la hiérarchie du client quand c'est un groupe avec plusieurs sociétés, etc., qui est bien référencée. Et puis, donc, le pipe commercial pour arriver jusqu'à signer le deal est extrêmement précis parce qu'ils en ont besoin pour avoir le périmètre du client, etc. Et puis, il se trouve que quand il y a une interface avec le logiciel de facturation ou le legacy pour facturer, eh ben, en fait, il n'envoie qu'un tiers des informations. Et là, on perd beaucoup, beaucoup de finesse, et en particulier cette hiérarchie avec les sirettes, etc., est perdue. Alors, quand on est dans un monde en flux papier ou en flux mail, bon, on peut s'arranger, parce que finalement, la facture n'est pas conforme, mais il n'y a que l'émetteur et le receveur, s'ils y font attention, qu'ils le savent. Aujourd'hui, ça va passer par un routage extrêmement structuré, donc ces déficiences vont quoi faire? Bah, vont éventuellement bloquer la facture, la rejeter. On va considérer que c'est du spam de facture parce que vous ne facturez pas la bonne entité, etc. Et donc ça va bloquer. Donc ça, c'est très important. Un autre exemple, des clients qui disent, vous inquiétez pas, moi finalement, quand je regarde mon annuaire, je ne fais que du B2C. En fait, les clients sont enregistrés comme tels, comme du B2C, mais quand on regarde un petit peu, il y en a 40%, ce sont des auto-entrepreneurs, donc en fait du B2B. Donc là, pareil, l'aspect qualitatif du référentiel client peut faire croire qu'on a que du e-reporting à faire. En fait, non, il y en a 40%, c'est du invoicing, c'est du B2B. Et c'est vrai, quand on envoie une facture à Monsieur Dupont, il est auto-entrepreneur, bon, on n'a pas forcément fait attention en le saisissant, on n'a pas mis le numéro de SIRET. Bon, encore une fois, l'émetteur et le receveur s'en arrangent, la facture est payée quand même, et on laisse comme ça pendant des années le référentiel client avec un aspect non qualité. Donc cette approche distribuée avec plusieurs endroits où les clients vont être, donc plusieurs endroits où ils sont potentiellement mis en qualité, et la maîtrise qualitative du client fait, vous l'avez j'espère compris, que le référentiel client est très important. Et on ne pourra bien gouverner, bien étudier ce qui va ou ce qui ne va pas qu'en cartographiant les endroits où l'objet client est présent
Et éventuellement, en prenant des décisions de faire un référentiel unique, donc un référentiel qui effectivement produit les données, puis d'autres systèmes qui le consomment, ou pourquoi pas garder 2 ou 3 référentiels différents avec une gouvernance adaptée. Il n'y a pas de bonne solution unique. Ce qui est important, c'est de comprendre son système d'information, de voir où sont les objets clients, où sont-ils stockés, où sont-ils enrichis, et puis de maîtriser la bonne qualité et surtout les bonnes données obligatoires pour la norme, les bons blocs d'adresse, les bons blocs de description du client obligatoires pour la norme et donc pour le invoicing ou le e-reporting. Donc, premier état des lieux, cartographier. Il y a des gens qui le savent très bien, et puis il y en a d'autres, effectivement, qui disent oui, entre la chaîne CRM, la chaîne facturation, la chaîne ERP, la chaîne maintenance, quand on a un parc installé de machines et qu'on a donc un référentiel client aussi qui est là, tout ça n'est pas très clair. Comment ça marche, on ne sait plus. Bon, voilà, en fonction de la maturité, en tout cas, il y a cette question de la cartographie à se poser. Et une fois qu'on a cartographié, on peut éventuellement décider quel est le référentiel. Encore une fois, soit j'ai un référentiel unique, soit je garde plusieurs référentiels, mais il y en a un qui est maître et les autres qui consomment. Soit j'ai détecté parfaitement les endroits où ça devait être enrichi, et on va commencer à travailler en analyse d'écart par rapport aux données nécessaires pour émettre pour émettre du invoicing ou du reporting proprement. Et en particulier, est-ce que je peux, grâce aux informations que j'ai dans mon annuaire, appeler l'annuaire central et avoir une réponse, d'une part, mais aussi avoir une bonne réponse, c'est-à-dire récupérer la bonne adresse de routage qui va me permettre d'envoyer mes informations au bon PDP de mon client et que ça ne se perde pas. Il y a également, alors ça c'est effectivement très, très structurant, hein. Après, il y a un débat. Est-ce que pendant mes campagnes d'émission de factures, je fais appel à l'annuaire central et je récupère les informations, ou est-ce que je vais copier régulièrement l'annuaire centralisé dans mon système pour être un peu autonome et avoir toutes les informations enfin, et les adresses de routage complètes avec les PDP, etc. Bon, là, ça dépend des volumes, ça dépend du contexte, mais il y a plusieurs solutions possibles, encore une fois. Et bien sûr, il y a aussi un certain nombre d'autres champs qui ne sont moins visibles ou moins évidents, mais la norme structure énormément les blocs adresses, structure énormément les informations du client. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on a des systèmes, en particulier des vieux systèmes qui sont revampés, etc., où en fait le bloc adresse, c'est juste une ligne et on met tout dedans, 2 rue du Général de Gaulle, virgule 92 200 Boulogne-Billancourt. Et effectivement, la norme aujourd'hui ne le structure pas comme ça. Donc il y a parfois une adaptation du modèle de données à faire. Et puis, il y a un troisième niveau. Alors là, pour ceux qui connaissent et qui ont lu la spec, hein, ça apparaît dans tous les cas d'usage. Il y en a 34 aujourd'hui, des cas d'usage de facturation avec tiers, de commandes pour compte de tiers, etc., etc. Et puis, bien sûr, l'apparition des facteurs. Donc, effectivement, ce référentiel client ou fournisseur peut aussi commencer à récupérer ces informations pour pouvoir facilement détecter les cas d'usage propres aux clients, etc., etc. Donc ça, c'est pas tout à fait mûr. Il y a un certain nombre de cas d'usage qui sont encore en instruction. Il y a toute l'industrie du factoring qui est arrivée un petit peu dans la réforme vers la fin du printemps, hein, vers le mois de juin. On commençait à se dire, mais finalement, nous, entre le pays et l'invoice, on est où? Où est-ce qu'on positionne nos informations? Donc voilà, troisième niveau, c'est d'avoir aussi un référentiel client-fournisseur qui peut porter des informations vis-à-vis des tiers et des parties prenantes, etc. Bon, et ça, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est pas toujours le cas dans les systèmes d'information d'aujourd'hui. Donc voilà 3 exemples qui, encore une fois, montrent que si ce n'est pas pris du bon côté, c'est-à-dire si on commence bille en tête par dire bon, bah, je fais du Facturix et puis je suis tranquille, on risque d'avoir des déconvenus et d'avoir des gros problèmes de qualité derrière. Et côté fournisseur, hein, c'est une question de productivité. Plus le flux entrant que vous allez recevoir, comme le Facturix, peut être interprété avec précision, peut être relié avec précision, bah, plus vous allez gagner en productivité. La réforme, elle a ses pénibilités, mais elle a aussi à terme ses gains en termes de productivité. Puis parfois, on a des surprises. Derrière exemple, un client qui disait qu'il y avait beaucoup de factures qui n'étaient pas pour facturer les bonnes entités, etc., etc. Et en fait, on s'est aperçu que c'est lui qui n'envoyait pas des commandes assez précises, qui parfois ne précisait pas l'entité de son groupe réellement qui commandait, enfin pas suffisamment, qui parfois envoyait un fournisseur, mais pas effectivement la bonne entité du fournisseur. Donc du coup, il recevait une facture
d'une entité qui n'était pas appairable avec la commande, ou alors c'était la tête du fournisseur qui facturait, mais en fait, c'était pas ça non plus. Voilà, donc les problèmes de qualité, de structure propre du référentiel client et fournisseur sont importantes pour que les flux soient fluides. Excusez-moi de cette lapalissade. Je ne sais pas si j'ai été clair. Et puis, alors bon, le corollaire de ce travail, c'est qu'une fois qu'on a sa cartographie bien claire, qu'on a mis à jour tout son modèle de données pour pouvoir traiter les différents cas et pouvoir émettre de l'invoicing ou du reporting proprement sans problème de routage, bon, bah, faut que tout ça tienne dans le temps. Et donc, il va falloir penser un peu à une gouvernance. Alors évidemment, quand on a un référentiel unique qui est maître, c'est plus simple, puisqu'on va mettre toute la gouvernance et les mises à jour dans ce référentiel et les autres référentiels vont juste consommer. Quand on a une architecture un peu plus répartie, bon, mais il y a des règles de gouvernance qui se trouvent aussi. Et on a mis dans le schéma le client, bon, le client, le fournisseur, on a beaucoup parlé, mais on a mis aussi l'article. Alors, on a dit qu'on ne parlerait pas des flux, etc. Mais sachez quand même qu'à partir de 2026, il y aura des lignes articles qui devront être dans les datas que vous envoyez. Et en fait, ce sont des blocs, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un code article, c'est un code article, une quantité, un prix unitaire, etc. Donc, si pareil, le référentiel article n'est pas à jour, on aura peut-être aussi des surprises. Donc finalement, cette approche, elle est déclinable sur chacun des objets qui vont être, comment dire, impliqués dans les flux. Hein. Donc l'objet client, l'objet fournisseur, l'objet article, l'objet commande, etc. Donc ça va permettre de remettre à jour son système d'information avec beaucoup de précision. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Sur ces 3 premières étapes, sinon on va passer aux suivantes. N'hésitez pas à faire vos remarques dans le chat. On arrive sur l'aspect, cette première étape est réalisée. Maintenant, on arrive sur l'aspect plus opérationnel du nettoyage, de cleaning de la base, avec des options différentes qui peuvent être mises à jour. Soit on part sur, ça aurait été défini sur la phase précédente, mais est-ce que ces mises à jour de base se font dans vos référentiels? Pas de problème. Ou est-ce qu'elles se font à travers la création d'un référentiel fournisseur client ou unique, fournisseur ou client unique qui sera porté par exemple par votre prestataire P2P O2C. Donc cette première étape de cleaning des bases, c'est essentiel pour avoir des bases à jour. Donc on a différents niveaux de travail. On peut commencer donc à récupérer vos bases et d'abord à la cleaner en retraçant l'historique des événements qui sont intervenus sur cette base en disant bah, ma base, elle a plus de 20 ans. J'ai pas mis à jour mon fichier depuis plusieurs années. Je me contente de les mettre à jour en fonction des flux que j'ai à date dans mes outils internes. Donc, on va pouvoir matcher cette base avec des bases externes pour faire des premières mises à jour et de tri assez faciles sur des sociétés qui n'existeraient par exemple plus. Donc là, c'est assez sur les infos qu'on va pouvoir récupérer, on va pouvoir donc faire cette mise à jour, récupérer les événements qui impactent la société en fonction de ce que vous nous aurez demandé, des justificatifs, des données financières, des fonctions opérationnelles. Mais la mise à jour, si on parle d'un point de vue très opérationnel, donc on la prend. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme données en base? On a un peu de tout. Je ne connais pas un acteur sur le marché qui a des bases qui sont prêtes pour 2024. Donc, on voit un peu de tout aujourd'hui et l'analyse, elle est assez globale. C'est-à-dire qu'on a des lignes où on a des bases à peu près propres. Sirène, Sirette. Donc là, on va... Et derrière, tout ce qui va bien en termes d'adressage. Donc là, on va pouvoir récupérer ces bases et faire un premier contrôle. Sirène, Sirette, adresse. OK, ça correspond. Elles sont bonnes. OK. Derrière, on a des fichiers où je vais avoir mon sirène et où, pas mon sirette, et où mon adresse. Enfin, et l'adresse, je l'ai. Donc là, l'idée, c'est de vérifier mon sirène et d'enrichir avec le sirette. Donc là, on arrive à un premier problème qui est l'enrichissement, donc la vérification du sirène par rapport à quoi? À l'adresse que j'ai. Donc, est-ce que c'est bien l'adresse qui correspond à mon sirène? Et dans ces cas-là, je peux compléter le sirette associé. Mais ce sirette, il n'est pas 100% fiable, puisque le sirette va se compléter par rapport à une adresse et une raison sociale. Et c'est là où le bas blesse, puisque quand on renseigne la raison sociale dans un fichier, on ne se base pas forcément sur la raison sociale qui nous permet de faire les rapprochements automatiques et il y a des adaptations SAS Dupont qui passent Dupont
tout simplement Dupont Junior. En fait, ouais. Et donc, les rapprochements peuvent devenir compliqués. Donc, là, on a des systèmes d'indices qui nous permettent de savoir quel est le pourcentage de cohérence et d'automatisation de la base en disant ça, c'est sûr à 90%, à 80%, pour qu'il y ait le minimum d'interaction humaine. Et après, il y a, de toute façon, quoi qu'il arrive à la fin, une partie d'arbitrage et de traitement manuel des bases. Et de complétude de la base à partir d'une prise de contact avec vos clients et fournisseurs pour la mise à jour des bases. Donc, sur la partie fournisseur, dans les phases d'enrôlement, on se sert de ces phases d'enrôlement pour aller mettre à jour les bases de données fournisseurs et se dire, bah, au moment où je fais mon appel d'offres et je passe sur ma plateforme P2P, j'enrôle mes fournisseurs, je me sers de cette partie pour les enrôler et aller mettre à jour mes données. L'idée, c'est de les mettre à jour, mais aussi de les enrichir au fur et à mesure. Et la partie client, également, c'est prise de contact avec les clients pour bien mettre à jour les bases. Les clients sont un petit peu plus à jour que la partie référentiel fournisseur. Donc, une fois que c'est cette dernière étape on passe par une étape de cleaning qui peut avoir différents aspects en fonction de tout simplement l'aspect de la base, son pourcentage de complétude et à la fois sirène, sirette. Donc il y a un gros travail de mise à jour et qui ne sera pas 100% automatique, qui prévoira aussi une partie de manuel. Et l'idée, c'est pas non plus de s'arrêter là. Il faudra bien avoir en tête qu'une fois que ce travail il est réalisé, de continuer à mettre à jour ces bases pour qu'elles soient bien évidemment, qu'elles continuent à être conformes d'ici 2024 et après à partir de 2024 avec un accès direct à l'annuaire centralisé pour une automatisation des mises à jour. Voilà pour cet aspect construction. Donc là, on se sert d'outils propres Tessie avec des sociétés du partenaires Tessie propres qui font avec des accès à des bases externes qui peuvent mettre à jour de manière automatique les bases. Donc il y a un vrai intérêt, effectivement, vous l'aurez compris, à mettre à jour les bases clients et fournisseurs, à la fois d'un point de vue, bien sûr, réglementaire, mais derrière, il y a tout ce qui s'ensuit sur les parties clients, faciliter les actions de recouvrement, les bonnes associations autour du futur annuaire centralisé, et sur la partie fournisseur, de pouvoir traiter plus facilement une facture. Et il y a aussi le sujet de la fraude, de bien traiter ces référentiels pour se garantir de la fraude. Et là aussi, on travaille avec des partenaires, par exemple type MyTrust, en phase d'enrôlement, pour aller récupérer de manière automatique et sécuriser les flux qui concernent l'entreprise directement. Juste un mot sur le cycle de vie de ces clients et fournisseurs, c'est assez important. Il y a quand même beaucoup d'entreprises où, par exemple, quand un fournisseur devient défaillant, alors les achats le savent ou les achats s'en occupent en général, mais le système ne le sait pas assez vite, par exemple, et il y a des demandes d'achat qui sont passées sur un fournisseur qui, en fait, il y a eu des alertes aux achats. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'interdire le fournisseur dès la demande d'achat, c'est en fait le workflow de demande d'achat qu'on va interrompre en disant non, ce fournisseur n'est plus qualifié. Donc, c'est un peu dommage parce que les gens ont fait tout un travail de préparation, puis finalement, c'est à la fin du workflow qu'on leur dit non, on ne passera pas de commande pour ce fournisseur. Pourquoi? Parce que la base fournisseur n'est pas assez réactive pour communiquer aux utilisateurs faudrait choisir un autre sourcing à ce moment-là. Pareil pour les clients, où des fois il y a des services qui s'occupent de dire attention, il y a un peu trop d'encours sur ce client, il faut qu'on arrête les commandes. Mais les commerciaux ne le voient pas, ne le perçoivent pas assez rapidement dans le système et continuent à préparer des commandes et tout. Et c'est toujours délicat quand un commercial a quitté un client, de dire vous inquiétez pas, je vous envoie les éléments demain, qu'après il devrait trop pédaler en disant ah bah finalement ma compliance m'a dit que non. Et voilà. Donc la réactivité vis-à-vis du cycle de vie des clients et fournisseurs, là on est en dehors de tout problème de la réforme 2024. C'est juste l'entretien de la base fournisseur, pour être très précis, est quand même très importante en termes business aussi. Exactement. Voilà sur cet aspect référentiel client et fournisseur. Voilà, on a essayé de vous sensibiliser sur la démarche. Sur la démarche au global, de vous l'identifier à travers des cas qu'on rencontre au quotidien. Alors, pour vous raconter des tas d'histoires, j'ai un client là récemment qui a fait l'étude de la mise à jour de sa base client sans faire appel à nous, mais en ayant une démarche interne. C'était 300 personnes pendant un an. Bon, inutile de vous dire qu'on a, voilà,
on a ajouté un peu d'automatisme et un peu de savoir-faire maison et on a pu, optimiser cette partie-là, mais c'est un élément clé, à prendre en compte. Et pour terminer, peut-être un mot sur la partie, projet. Bien se tu veux peut-être, terminer Non, non, parce que vas-y, ouais. vas-y, Bah, je vais finir après. c'est de se voilà, de mobiliser une équipe, qui va vraiment prendre ce sujet, qui va être le référent en interne autour de vos interlocuteurs clés, qui va les relayer les messages, les discours, d'avoir de s'appuyer sur une méthodologie, éprouvée et surtout une méthodologie qui se projette bien par rapport à la réforme 2024 et qui a bien en tête tous les impacts. On sous-estime, encore, là j'en entends pas parler, mais nous on en parle, il faut sensibiliser sur l'aspect des tiers. Mm. Dans les référentiels, comment on traite les tiers dans les référentiels? Je pense bon, enfin, c'est sujet du moment chez nous, mais les facteurs, comment, vous avez identifié ce sujet-là, mais il y en a d'autres, hein, qu'on pourrait citer et tout ça passe par, des phases d'atelier et de gouvernance, donc il est nécessaire également de bien s'appuyer sur des interlocuteurs clés en interne pour Mm. établir une phase d'atelier, de co-construction. Ce type de projet, en plus c'est clients et fournisseurs, ne se fait pas seul, et a besoin d'un relais en interne très fort pour bien comprendre comment sont construits les référentiels, comment ils sont enrichis et ça, quand on est dans des grosses entreprises, des grosses structures, il y a besoin quand même de Mm. faire appel, à pas mal d'intervenants, surtout que, des fois on a, des dizaines d'outils différents, Mm. mais qu'il y a qu'une seule réforme 2024 et donc Mm. tout ça doit rentrer dans un seul et même, Oui, quelques verbatims qui sont importants de casser plus tôt que plus tard, parce qu'une fois que votre projet est lancé, que vous avez loupé des choses, c'est de l'entropie pour tout le monde. Effectivement, enfin, on a un certain nombre de contacts qui nous disent, oh, bah, j'ai mis mon responsable comptable sur le coup, entre guillemets, hein, excusez-moi de l'expression. Or, bah, comme vous l'avez compris, ça ne change pas grand-chose pour le comptable, cette réforme 2024, en termes d'écriture, etc., ça ne change pas grand-chose. Donc, l'équipe impliquée doit vraiment être pluridisciplinaire. On a souvent des représentants des achats, des représentants de la direction commerciale, bien sûr, compta client et compta four pour comprendre un certain nombre de choses, mais ça ne va pas fondamentalement changer leur métier. Un représentant des systèmes d'information, pour tout ce qu'on vient de dire, hein, les cartographies, les mises à jour de champs, etc., etc. Et puis souvent un chef de projet transverse qui s'y entend un petit peu quand même à la fonction finance, mais pas que. On a des clients qui nous disent, mais faut former nos commerciaux parce que le traitement des litiges va être très différent. Nos commerciaux sont chargés du recouvrement, mais là, ils vont pouvoir s'appuyer sur du factuel, donc il ne faut pas qu'ils fassent d'erreur non plus. Si les cycles de vie, on n'a pas parlé là des cycles de vie, mais à tous les coups, on gagne avec le cycle de vie, puisqu'aucun système n'est prêt à envoyer aujourd'hui des cycles de vie tels qu'ils sont demandés dans la norme. Donc voilà, ça ne concerne pas que le comptable. Ça ne change pas grand-chose au niveau fiscal. Donc tous les sous-jacents fiscaux d'aujourd'hui, la piste d'audit fiable avec contrôle documenté et permanent, les factures éventuellement signées électroniquement, tout ça existe. Et les textes ne le changent pas, mais ne les annulent pas non plus. Donc il faut être propre sur ces sujets-là. L'autre verbatim, c'est oh bah je vais faire un facture X et puis c'est fini. Non, vous avez bien vu que bon, il y a plusieurs flux. Et puis pour faire un facture X, il faut qu'on ait des données propres. Donc on en revient à la maîtrise de ces données, de ces référentiels, l'identification de ses clients, etc. Donc c'est quand même un petit peu systémique et un petit peu transverse, quoi, hein. Voilà, c'est pas juste on va nommer le responsable comptable et puis il va s'en débrouiller. Le pauvre, il sera bien impuissant de pouvoir taper sur tous les fronts. Ça demande un niveau de sponsoring. Si on veut faire de cette réforme une opportunité de remise à plat et de productivité et de remise à jour de son système d'information, ça nécessite quand même un sponsoring bien placé dans l'entreprise, un directeur financier, un directeur général ou quelque chose comme ça, mais pas. Voilà. Et dernier élément que je voulais vous dire, c'est que bien souvent, on peut aussi avoir la chance de travailler avec des systèmes d'information qui sont français, donc qui s'occupent beaucoup de la réforme et qui vont certainement faire des mises à jour. Et là, c'est très bien. Je pense qu'il faut quand même que l'entreprise soit maître de son destin et se pose les bonnes questions. Après, si la réponse est rapide à la question, parce que l'éditeur français dit, vous inquiétez pas, je vais faire une release à l'automne 2023 où tout sera compliant, bah, c'est super. Mais au moins, vous vous êtes posé toutes les questions pour être capable d'ailleurs de resetter cette release, cette nouvelle version de votre logiciel et de s'assurer qu'elle convient. Malheureusement, quand vous êtes équipé de logiciels parfois à raison et très puissants qui sont internationaux avec des éditeurs américains et tout ça, bon, là, il ne faut peut-être pas attendre que la réforme 2024 française soit sur le haut de la pile de leur programme client, enfin de leur roadmap produit, etc. Donc,
peut-être qu'il y aura des spécifiques à faire ou des choses comme ça. Il faut s'y prendre assez tôt. Parce que sur les tests, c'est la double peine. C'est les tests de la mise en conformité de son propre système d'information interne. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez envoyer les datas. Et puis, il y a les tests en fonction de sa stratégie de recordement. Il y a les tests avec son partenaire. Donc, en fait, il y a deux périodes de tests à prévoir pour s'assurer que tout ça marche bien. Donc, gardez du temps sur les tests. Déjà que quand on fait des évolutions du système de gestion, système de facturation, c'est jamais très simple, les tests sont souvent assez longs. Mais là, en plus, il y aura des tests avec le partenaire à faire aussi. Donc voilà, ne vous y prenez pas trop tard pour garder du temps à faire ces tests et ces ajustements de manière assez sereine avant les échéances qui vous concerneront 1er juillet 2024, 1er janvier 2025 ou 1er janvier 2026. Merci Vincent. Voilà pour ce premier websem. Est-ce que vous avez des questions? Bien, on a été parfaitement clair. Ou trop rapide ou assez clair. Alors, n'hésitez pas si, donc, déjà, si vous avez... Clair et rapide, oui. Après, il faut laisser le temps d'ingurgiter toutes ces informations. Donc, merci à vous. Bah, écoutez, si on a été... Le but, c'est ça, hein, c'est ce genre de webinaire n'apporte pas toutes les réponses, mais que vous puissiez effectivement vous poser assez de questions aussi en interne avec votre COMEX ou votre comité de transformation, etc., pour dire, tiens, est-ce qu'on a bien... Parce que vous avez sûrement aussi parfois des projets qui ont commencé là-dessus, et notre humble contribution est de se dire, est-ce qu'on s'est bien posé toutes les questions, est-ce qu'on a bien vu tous les axes, et est-ce que le projet est bien complet, quoi. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, le sujet des référentiels n'est pas encore, est dans les têtes, pas encore à l'ordre du jour. On est plutôt en train d'identifier les impacts de la réforme. Donc, ça va être de rentrer dans des aspects très opérationnels de ce type. C'est pas encore tout à fait. Oui, les entreprises n'ont pas toute la maturité pour voir tous les sous-jacents que ça implique. Il y a deux lignes de force, hein. La première, c'est une panique opérationnelle. Est-ce que mes factures vont bien être envoyées et est-ce qu'elles vont bien être payées? D'où des fois des raccourcis. Oh bah tiens, j'ai compris que si je faisais du facturing, ça allait. Bon voilà, c'est un peu plus complexe que ça. La deuxième ligne de force, c'est comment va se passer mon prochain contrôle de TVA en 2026 ou 2027. Bon, là, il y a encore beaucoup de travail, effectivement, pour définir. N'oublions pas que l'objectif de tout ça, bon, c'est de lutter contre la fraude, mais concrètement, ça va se traduire par un pré-remplissage de votre déclaration de TVA. Et d'où l'intérêt pour vous de maîtriser tous ces éléments pour être capable aussi de recalculer avec les flux 2 et en particulier les flux 1 qui ont été envoyés de votre entreprise pour recalculer le montant de TVA. Parce que s'il y a des gros écarts, alors d'ailleurs, comment va se passer pas le litige, mais le désaccord, pour l'instant, c'est pas très clair. On espère que ça ne sera pas comme les amendes, parce que sinon, ça va être compliqué. Mais voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec les montants pré-remplis, il va quand même falloir les justifier. Donc, il faut maîtriser vos flux, il faut maîtriser vos données. Bah, sinon, vous allez subir. Et on espère que le système que la IFE et la DGFiP sont en train de construire vont être parfaitement efficace et précis en termes de calcul, etc. Mais enfin bon, il est quand même intéressant aussi d'être capable, vous, de reproduire ces calculs et de voir s'il y a des écarts ou pas. Et pour être capable d'en arriver là, et d'en arriver même par ailleurs à des tableaux de trésorerie qui sont modifiés, parce que l'intérêt du cycle de vie aussi, c'est que ça donne une interprétation factuelle du client. Est-ce qu'il va payer, pas payer? Est-ce qu'il a accepté, pas accepté? Donc vous pouvez aussi repréciser vos tableaux de trésorerie. Et pour être capable de faire ça et puis de bien contrôler les contrôles TVA pré-remplis, il va falloir maîtriser vos données, maîtriser vos flux, maîtriser vos objets et éventuellement être capable de les reconstruire et de les recalculer pour s'assurer qu'il n'y a pas trop d'écart. Si vous avez des questions, on reste à votre dispo. Vous avez mes coordonnées. Voilà, si vous souhaitez en discuter, des retours d'expérience, posez vos questions plutôt en one-to-one par rapport à des problématiques qui seraient plutôt précises et ben, n'hésitez pas non plus, on le fera avec plaisir. Merci à tous. Merci. Au revoir.